Chers spectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine pour décrypter l'actualité médiatique ensemble dans ce nouveau numéro d'Immédiat. Et comme chaque semaine, Jean-Yves Le Gallou est à mes côtés. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Jules. Alors, notre image de la semaine est quasiment inédite, tant elle a été occultée par les médias occidentaux. Avez-vous entendu parler des violents affrontements entre hindous et musulmans dans plusieurs villes anglaises ? Il est probable que non, car cette nouvelle pourrait être bien trop dérangeante pour le système médiatique. Nous allons ensuite revenir sur le projet démentiel d'Emmanuel Macron de repeupler nos campagnes avec des migrants et des réfugiés politiques. L'exemple du village breton de Callac, pris en otage par son maire et un fonds de dotation privée, vous sera également expliqué dans cet épisode. Nous parcourrons, comme c'est notre habitude, les différentes actualités médiatiques de la semaine dans notre revue de presse. Puis, nous jetterons un coup d'œil à l'affaire du charnier d'Izium. Ce charnier en est-il vraiment un et atteste-t-il d'un massacre perpétré par les Russes ? Plus important encore, pouvons-nous nous fier aux informations des médias à ce sujet ? On va voir tout ça dans ce nouvel épisode d'Immédiat, l'Immédiat 411, et ça commence tout de suite. Notre image de la semaine, je l'ai dit en introduction, est quasiment inédite tant elle a été occultée par les médias jusqu'à mardi à peu près, Jean-Yves. C'est la première fois qu'on voit les articles paraître à ce sujet, alors que les événements datent du week-end. Je vous parle donc des affrontements entre les communautés principalement indiennes hindoues et pakistanaises musulmanes, respectivement, dans les villes de Leicester et de Birmingham. Jetons donc un œil à cette image que nous avons sélectionnée, une milice de musulmans pakistanais patrouillant à la recherche d'hindous dans les rues de la ville de Leicester. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Angleterre, affrontement entre musulmans et hindous dans les rues de Leicester, ou encore par Ouest France au Royaume-Uni, des violences entre hindous et musulmans secouent la ville de Leicester. Selon Ouest France encore, la pression des extrémistes hindous contre les musulmans, attisée par le gouvernement nationaliste indien, déborde au Royaume-Uni et c'est inquiétant, Jean-Yves. Alors on a trouvé le coupable déjà. On a trouvé l'initiateur du conflit, c'est la communauté hindoue. Ah oui, il y a un coupable parce que M. Modi, le Premier ministre hindou, est un nationaliste hindou, ce qui est assez naturel, on peut dire. Indien hindou, et donc c'est évidemment très mal, il joue le rôle du méchant en la circonstance. La vérité, c'est qu'il se produit à Leicester, à Birmingham et dans d'autres villes anglaises, ce qui avait conduit Enoch Powell en 1968 à faire son grand discours où il signalait les dangers d'une immigration venue de différents pays et ayant différentes religions, les colonies britanniques. Il était d'ailleurs particulièrement inquiet s'agissant de l'islam en l'occurrence. Voilà. Et ben oui, les événements malheureusement lui donnent raison. Et il faut savoir qu'à Leicester, les chrétiens sont aujourd'hui, et donc les Anglais, on peut dire, parce que c'est un peu, ça se recoupe, sont très minoritaires, puisqu'il y a pratiquement la moitié de la population qui se partage entre les musulmans et les hindous, mais il y a aussi des sikhs, il y a aussi des bouddhistes, il y a aussi d'autres religions exotiques. D'autres religions exotiques. Voilà. Mais le problème principal, il est effectivement entre les hindous et les musulmans. Oui, c'est ce qu'on constate sur worldpopulationreview.com. Donc,
C'est un site qui référence un petit peu les démographies dans les villes principales du monde. Et on voit donc la chrétienté, enfin du moins les chrétiens représentent 32% de la population. Ceux qui ne se rattachent à aucune communauté religieuse représentent 22%. Et enfin, pour ce qui est des musulmans, des hindous et des sikhs, ils sont à quasiment 40% de la population. Donc c'est une ville qui est sur le point de basculer, si ce n'est pas déjà fait, puisque la donnée, on va dire, des athées et des non-croyants pourrait bien comprendre certaines minorités ethniques qui viennent d'ailleurs également. En tout cas, on passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine qui n'est pas tant éloigné du sujet de notre image. C'est celui de Callac. Les migrants débarquent en Bretagne avec l'aval, bien sûr, du maire, d'un fonds de dotation privée et d'Emmanuel Macron. On passe à ça tout de suite. Jean-Yves, avant de commencer ce premier sujet de la semaine, on a un petit rectificatif à faire, puisque dans l'émission de la semaine précédente, lorsqu'on a parlé de l'attentat de Nice, nous avons dit qu'il y avait un tiers des victimes de cet attentat qui étaient musulmanes. Eh bien, ça a été porté à notre attention qu'il s'agissait plutôt d'un cinquième des victimes. Comme quoi, on est capable, nous aussi, de tomber en plein dans un bobard médiatique. En l'occurrence, les victimes musulmanes représentent quand même une part substantielle de l'attentat, et on ne le nie pas. Mais comme quoi, on peut être manipulé par les médias, et en l'occurrence, gober à un chiffre exagéré en la matière. Exactement. Alors, ça doit inciter à une méfiance absolument permanente pour nous. Et puis évidemment pour ceux qui nous regardent et qui par eux-mêmes doivent douter de beaucoup d'informations. Merci en tout cas à Résistance Républicaine, Riposte Laïque et à Christine Tazin de nous avoir apporté cet élément avec une statistique extrêmement précise, un tableau Excel de toutes les victimes. Et alors après il peut y avoir un petit doute, mais le chiffre maximum possible pour les musulmans, c'est effectivement un cinquième, c'est important. Mais il y a beaucoup d'immigrés à Nice aussi, hein. Mais c'est pas un tiers, voilà. Donc il faut être précis. Voilà, il faut être précis sans pour autant ignorer ce fait. Merci Jean-Yves. On passe tout de suite à notre premier sujet de la semaine, donc. La ville de Callac, en Bretagne, est tourmentée et pour cause. Un projet farfelu de repeuplement du village par des familles de réfugiés politiques, soutenu à la fois par le maire et un fonds de dotation privée, divise les habitants et l'opinion pour euphémiser un petit peu la situation. De plus, le projet de loi d'Emmanuel Macron pour repeupler les campagnes avec une population immigrée risque bien donc de focaliser l'attention sur l'exemple de Callac, qui pourrait être bien le premier exemple de ce projet de loi. Sujet important donc. Dans le Télégramme, on nous apprend donc en avril qu'à Callac, il y a un projet qui s'appelle le projet Horizon et qui vise à l'accueil et à l'intégration de réfugiés. Callac a été choisi parmi 10 autres villes en concurrence pour monter un projet du premier village Horizon de France, nous dit le maire Jean-Yves Roland. L'objectif est d'accueillir une 60aine de familles, des réfugiés politiques, pour dynamiser le cœur de la ville. Le maire explique également qu'ils ont identifié 75 emplois vacants dans divers secteurs d'activité qui pourraient être donc pourvus par ces réfugiés qu'on installerait dans le cœur de Callac. Et bien sûr, pour installer ces réfugiés, il faudrait rénover des bâtiments vacants, rénover ce qui pourrait devenir des logements, des associations, des maisons d'assistantes maternelles ou encore des crèches. Et tout cela, bien sûr, ça représenterait plusieurs millions d'euros d'investissement qu'on financerait avec à la fois des subventions publiques et un fonds de dotation privé, Jean-Yves. Alors, les réactions médiatiques en ce moment, suite à l'annonce, ou plutôt à la tenue de manifestations, à la fois de manifestations qui soutiennent ce projet et d'autres qui la condamnent, je vous lis quelques articles tout de suite. BFM TV. À Callac, un projet d'accueil de réfugiés divise les habitants. Jusque-là, on est assez neutre dans le titre, vous en conviendrez. Accueil de réfugiés à Callac après les manifestations, quelle suite au projet, nous se demande Ouest France. Et enfin, le journal du dimanche. Callac, le village breton qui veut accueillir des réfugiés et cristallise les inquiétudes de l'extrême droite. Je vous propose d'écouter tout de suite un bref résumé du reportage que TF1 a également accordé à ce sujet. Jean-Yves donnera sa réaction juste après. Accueillir dignement des personnes réfugiées en France, de leur offrir la possibilité de s'insérer économiquement parlant, ça nous parle. On a depuis 10 ans des Syriens, ils sont là.
Ça se passe bien, allez voir au club de foot. Personne ne se pose la question. Et on sait que dans le milieu rural ici, il y a la possibilité d'intégrer des gens. Ce projet est contesté par une partie de la population et par l'extrême droite. Jean-Yves, juste avant que vous réagissiez, je veux juste montrer un petit extrait de Marie-France Cohen, qui est la gérante de ce fonds de dotation privée qui a pour projet de repeupler Callac, ce village breton, avec plusieurs dizaines de familles de réfugiés politiques. On regarde ça très rapidement. Marie-France Cohen, créatrice de mode, qui vit dans un hôtel particulier, qui a décidé d'accueillir chez elle un Afghan. Puis Cédric Héroux, vous avez forcément suivi le parcours de ce Niçois qui a fait passer 200 migrants d'Italie en France et qui a été inquiété, c'est le moins qu'on puisse dire, pour ce délit de solidarité. Toute l'histoire politique derrière, c'est autre chose. Et c'est ça qui amène à être en désobéissance civile. Et vraiment, Cédric, vraiment, c'est un exemple. C'est-à-dire que, on parle d'humain. Alors, petite précision, le fonds, effectivement, privé qui va participer à l'accueil de ces réfugiés, je préciserai tout à l'heure ce qu'il faut entendre par réfugiés, a été financé par la vente de l'entreprise Bonpoint aux Chinois. C'est-à-dire que le produit d'une vente d'une entreprise française aux Chinois va permettre d'installer des Africains dans un village breton. Ah, vous voyez le résultat. Alors, je voudrais apporter d'ailleurs une précision quand on dit réfugiés. Apparemment, effectivement, pour le moment, ce sont des gens qui auront obtenu le statut de réfugiés. Réfugiés politiques. Non. C'est ce que dit le statut. Non. Dans le réfugié, il y a deux catégories. Oui. Il y a le réfugié politique, effectivement, et il y a le réfugié au titre de la protection subsidiaire, qui est un élément nouveau, qui est rentré dans la jurisprudence. Qu'est-ce que c'est que la protection subsidiaire ? Vous êtes un jeune adulte, vous expliquez que vous êtes battu par vos parents, vous faites jouer la protection subsidiaire et vous pouvez venir. Vous êtes une femme, vous dites que vous êtes battue par votre mari ou votre compagnon, vous pouvez demander à venir, ou vous êtes un homosexuel et vous expliquez que vous êtes persécuté dans votre pays, vous pouvez demander à venir. Oui. Et ça représente 30% aujourd'hui des titres de réfugiés qui sont attribués, oui. C'est lié à ça. Et il y a des pays, si vous voulez, il y a des kits. On vous explique, si vous êtes guinéen, il faut expliquer que vous êtes persécuté pour ceci, pour cela. Voilà. Oui, oui. Donc, si vous voulez, il ne faut pas s'imaginer que c'est uniquement des combattants de la liberté. Non, pas du tout. Et on a même un cas, oui, la migration, on a même un cas, il faut quand même le dire, où quelqu'un qui ait obtenu le statut de réfugié au titre de la protection subsidiaire comme homosexuel persécuté, a ensuite fait venir femmes et enfants au titre de regroupement familial. Voilà, il faut quand même comprendre ça. Voilà, ça c'est la première remarque. La deuxième, c'est le journal du dimanche, là c'est formidable, là, le village breton qui veut accueillir des réfugiés, le village, oui. Dans sa globalité, n'est-ce pas, dans son essence, et cristallise les inquiétudes de l'extrême droite. Ah, voilà, là, le titre est parfait. C'est un joli titre. Joli titre. TF1, qui traite le sujet. En 2 minutes. En 2 minutes. C'est un petit reportage. 2-3 minutes, oui. Quand même, en gros, les 3/4 du temps de parole pour... C'est formidable d'accueillir ces gens-là. Et un petit tiers, il faut quand même reconnaître, un gros quart, un petit tiers, pour donner la parole au camp adverse. Donc bon, voilà, c'est pas équilibré, mais... c'est déjà ça. C'est déjà ça. Bon, évidemment, il y a le choix du vocabulaire qui est tout à fait partial, la présentation des faits qui est partiale, parce qu'on explique que la manifestation des gens hostiles, ils viennent de l'extérieur de la ville, ce qui est en partie vrai, mais ils viennent aussi du village, et qu'à contrario, les manifestations, les contre-manifestants de gauche et d'extrême gauche viennent quasiment exclusivement de l'extérieur. Donc, tout est biaisé. Non, de l'intérieur, c'est ce qu'ils disent sur TF1. Oui, alors qu'ils disent que c'est l'intérieur. Donc tout est biaisé, mais malgré tout, il y a une petite partie pour le point de vue adverse, on peut dire.
Un journaliste défenseur du terroir, maintenant que vous connaissez certainement, Perico Légas, qui s'est jeté à la défense de ce projet corps et âme et qui nous explique que c'est une idée absolument formidable. On écoute ça tout de suite. C'est une très grande idée. On leur alloue un open terre, on en fait des paysans. Même s'il n'y a que 10% qui réussissent. Mussolini, hein. C'est Mussolini. Non mais ça dépend comment c'est fait, quel esprit. Là on est dans un esprit républicain, dans un esprit démocrate, dans un esprit humaniste. On donne de la terre à des gens, là on les installe, on donne de la terre à des gens. Ils la cultivent. On a besoin de paysans en France, mais l'idée en soi, elle est formidable. Jean-Yves, une petite réaction. Ah bah, il est formidable. Il est... Comme cette idée. Ah oui, il est un peu la caricature de lui-même. Alors c'est un critique gastronomique réputé, enfin médiatique et gastronomique, on peut dire. Et alors là, il nous parle avec toute la condescendance bourgeoise. On va leur donner un petit lopin de terre, comme ça, voilà, un petit lopin de terre. Enfin, la redistribution terrienne. C'est un mépris. C'est beau. Un mépris terrible, quoi. Alors, il faut quand même préciser que c'est le mari de Natacha Polony. Il faut une carrière de couple médiatique. Et Natacha Polony, elle a toujours été aux limites du politiquement incorrect, mais en penchant quand même toujours du bon côté quand il le faut, et notamment elle a défendu parfois des lignes souverainistes, mais sur l'immigration, elle est toujours restée du côté où on est gentil, quoi. Voilà. Mais là c'est assez drôle. Alors, accessoirement, il y a des mauvais esprits sur Twitter qui ont montré que les Polonies avaient 2 somptueuses résidences secondaires et qu'après tout, ils pourraient peut-être accueillir quelques familles là. Voilà. Pourquoi pas? En tout cas, l'idée ne leur a pas franchement plu sur Twitter et les réponses qu'ils ont données étaient assez acerbes. On regarde tout de suite la réaction, pour le coup, de François Bayrou, qui est un représentant politique également en faveur de ce projet. Si vous agitez le spectre d'un remplacement de population, vous savez ce que... C'est l'idée du président de la République. Vous savez ce que vous nourrissez comme... Bayrou. Qui fait cette proposition? Nous sommes citoyens, vous et moi. Oui. Mais est-ce que vous ne stigmatisez pas vous-même immédiatement? On pose la question et vous parlez de grand remplacement. C'est exactement... Est-ce que c'est pas comme ça qu'on a fait taire les débats depuis 30 ans? C'est exactement ce que Sonia Mabrouk vient de dire. Depuis 30 ans. Alors, il est intéressant, Bayrou, mais il est un peu en retard d'un train, là. Oui. Discours un peu ringard. Voilà. Discours un peu ringard parce que, en fait, il vise à maintenir l'interdit sur l'expression grand remplacement. Oui. Sauf qu'à partir du moment où le président de la République, on va y venir, parle de transition démographique pour implanter des migrants dans les villages ruraux, qu'est-ce que c'est ce qu'il appelle la transition démographique? C'est du grand remplacement. Et là, c'est même pas, vous savez, on disait le grand remplacement, c'est une théorie complotiste qui dit que c'est organisé. C'est exactement ce que veut faire le président de la République. Les Français partent et les Africains arrivent. Voilà. Et donc, là, Bayrou, il est un peu... le logiciel commence à être un peu périmé, le disque est rayé, enfin, on peut multiplier les... Bon, et puis, il faut dire que Mabrouk et Boccoté, c'est quand même des gens qui ont du répondant. Et on passe tout de suite à la réaction de Charlotte Dornelas, qui est également très intéressante. Peut-être logique. En gros, ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est que nous manquons de monde. Il parle lui-même d'un moment de transition démographique, c'est-à-dire nous manquons de monde dans nos campagnes, nous allons donc envoyer les étrangers pour prendre la place de la population française qui n'existe pas. Si ça ne s'appelle pas un remplacement de population, je ne sais pas comment ça s'appelle, dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Mais au-delà de la question culturelle, on sait qu'Emmanuel Macron ne la comprend pas et qu'il imagine en permanence que les hommes sont interchangeables et que tout ça n'existe pas. Et enfin, la réaction de Jean Messia, qui est devenu un véritable as de la punchline. Je ne vois pas comment, du jour au lendemain, on va trouver tous ces fonds, que ce soit privés ou publics, pour loger les gens dans des logements qui ont été réhabilités, rouvrir des écoles, ramener des services publics, trouver des emplois, mais la population de ces régions et de ces bourgs attend ça depuis des décennies. Les 2 seuls services publics que vous allez ramener dans ce territoire, une fois que les réfugiés y seront installés, c'est une CAF et une gendarmerie.
Oui, alors Messia, il est parfait. CAF, gendarmerie, clac, l'affaire est pliée. Le match est plié, là. Alors, Macron, c'est pas du tout ça, le registre. Le Point nous dit asile et immigration. Macron annonce un projet de loi pour 2023. Il dit « Notre politique est absurde, elle consiste à mettre des hommes et des femmes qui arrivent, qui sont dans la plus grande misère, dans les quartiers les plus pauvres. » Alors ça, c'est déjà une contre-vérité. C'est ce qu'on entend tout le temps. C'est ce qu'on entend tout le temps, depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Les immigrés sont mis dans des ghettos, c'est pour ça qu'ils sont pas mis dans des ghettos, ils bénéficient de logements sociaux. Donc, quand vous êtes en Ile-de-France, l'avantage d'être dans un logement social, c'est 400 ou 500 euros par mois d'équivalent. Et le choc des populations, le choc du vivre avec, c'est que les Français qui sont en partent et qu'après on remet effectivement des gens venus d'ailleurs. Mais c'est pas des ghettos, c'est des ghettos parce que les autres sont chassés ou en tout cas incités à partir. Voilà, ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, il nous explique, M. Macron, qu'on doit fermer les classes dans les écoles et les collèges. Une des raisons pour lesquelles on ferme les classes du primaire dans le milieu rural, c'est qu'on dédouble les classes du primaire, en tout cas CP, CE1, dans les banlieues. Donc après, on dit on ferme les classes. Ben oui, on ferme les classes pour affecter les moyens ailleurs. Donc il y a véritablement une mensonge. Alors on dit les conditions seront meilleures, donc ils s'intégreront mieux. Ça fait exactement 40 ans qu'on dit la même chose, 40 ans. Alors on a fait les crédits de la politique de la ville, hein, des dizaines et des dizaines de milliards. Bon, maintenant on va faire la politique de la ville à la campagne en quelque sorte. Hein, c'est un peu Alphonse Allais. Et c'est ce qu'attendent, comme disait Messia, c'est ce qu'attendent finalement les populations rurales depuis des décennies avec tous les services publics, et tous les commerces qui s'en vont. Voilà, on va donner des moyens pour installer des migrants qu'on refusait aux habitants français. Et en même temps, et ça c'est très macronien, on divise, parce que on divise, puisqu'effectivement il y a un certain nombre de gens dans les villes qui vont dire bah oui, finalement c'est peut-être pas une mauvaise idée de les envoyer là-bas parce qu'il y en aura moins chez nous. Voilà. Hein, et donc on va diviser les urbains et les ruraux. C'est le passage de la France au hachoir. Et vous ne pensez pas donc que dans ce contexte de projet de loi, Calac devrait servir d'exemple et qu'on devrait se battre mordicus? Alors je pense qu'effectivement, ceux qui estiment que l'immigration n'est pas une chance absolue pour la France devraient se mobiliser, toutes les forces identitaires, nationales, devraient se mobiliser pour bloquer le projet de Calac, parce que si le projet de Calac se fait, eh bien, il y aura d'autres projets comparables qui y arriveront. Dans toutes les campagnes de France. Tout roulera. Donc vraiment, je pense que voilà, tous ceux qui sont défavorables à ce type de, comment on dit, de grand remplacement ou de transition démographique devraient se mobiliser. C'est plus joli, transition démographique. Oui, c'est plus joli. Merci. C'est de la novlangue, Ben oui, mais ça aseptise tout, c'est sympa. Ça aseptise, oui. La langue de coton. C'est ça. Jean-Yves, merci beaucoup. On passe tout de suite à notre revue de presse habituelle. Et vous le savez, depuis quelques semaines, nous aimons bien commencer cette revue de presse avec une touche d'humour et de légèreté. Et nous pourrons toujours compter sur France 2 pour nous faire rire, Jean-Yves, je pense. D'ailleurs, nous devons ce premier extrait à un post Twitter d'Hervé Grandchamp, un de mes prédécesseurs. Merci à lui et on regarde ça tout de suite. Mais ce n'est pas le cas de ces chemises. Celles-là, elles sont fabriquées à partir de ceci, à partir de déchets agricoles. Donc, regardez, par exemple, sur une plante comme celle-ci, eh ben, seules les petites graines vont être récoltées pour la production alimentaire. Blé, ça. Exactement, c'est du blé. Tout le reste, c'est-à-dire les tiges, les feuilles que l'on voit d'habitude, c'est 80% de la plante et c'est jeté ou c'est brûlé. Eh bien, une marque les récupère et ce sont elles qui constituent à 100% ces chemises. On ne coupe pas d'arbres, donc... Alors on voit donc sur le plateau de France 2 avec Julien Buyer en tant que présentateur, ce petit exposé qui défend les chemises en papier, ou non plutôt les chemises en paille maintenant. Oui. Alors là c'est Marie Chantal à la ferme.
Hein, Marie-Chantal à la ferme, d'abord, elle ne sait même pas ce que c'est qu'un épi, elle ne sait pas reconnaître une plante d'une autre, bon, voilà. Et puis, elle ressort les éléments de langage du fournisseur. On reprend, et elle imagine que la paille... c'est ça le plus ahurissant. Elle n'a jamais vu des camions qui transportent la paille d'un endroit à l'autre, puisque la paille, ça sert... au paillage, dans les centres d'équitation, dans les élevages, voilà. Donc la paille, elle n'est pas dans la construction, elle est récupérée également. Dans la construction. L'isolation, il n'y a pas besoin elle n'a pas besoin d'être en papier pour ne pas être brûlée. Voilà. Alors les réactions Twitter n'ont pas tardé à pleuvoir. Ça se trouve, les petites choses au bout de la tige sont comestibles. On pourrait essayer de les poudre pour faire une sorte de poudre qu'on pourrait cuire. Les journalistes de France 2 sont plus cons que nos peuplades du néolithique, nous dit Thomas sur Twitter. Alors franchement, c'est très désagréable pour les peuplades du néolithique, puisque le néolithique, c'est vraiment une période d'expansion formidable. Oui, non, si on était les journalistes de France 2... Ah oui, les journalistes de France 2, ils n'auraient pas survécu. Non. Ça, c'est certain. Ah, mais il fallait me prévenir, moi, les gars, ça fait des années que la paille, on la presse pour faire la litière des vaches l'hiver. Si j'avions su cela, je ne serais point embêté à faire tout ce travail supplémentaire. Heureusement qu'il y a ces gens pour m'expliquer mon métier. Et puis, le rectificatif de France 2 nous explique que finalement, le fait qu'on jette la paille ou qu'on la brûle, ça ne se fait que dans les pays sous-développés, je cite. Alors ça, c'est pas politiquement correct comme expression. Hein. Et c'est ce qu'aurait dû dire, selon eux, selon la chaîne, c'est ce qu'aurait dû dire la journaliste à l'antenne et qu'elle a malencontreusement oublié. En tout cas, on sait à quoi s'attendre. Elle n'a peut-être pas voulu utiliser l'expression pays sous-développés. Peut-être que... mais enfin, c'est peut-être elle qui a quand même préparé son sujet. Oui. Vous voulez lui accorder le bénéfice du doute, bon, allez, soit. Allez. Pour continuer sur cette lancée de journalistes qui racontent un petit peu n'importe quoi en plateau, LCI, vous le savez, et nous le savons, fait de très belles performances également sur ce tableau. On regarde ça tout de suite. D'abord, de quoi parle-t-on? De ces fameux mini-nukes, c'est de toutes petites bombes nucléaires qui sont pensées pour servir aux forces militaires sur le terrain pour neutraliser de petites zones jusqu'à 2 km². On ne parle pas donc d'armes de destruction massive, mais d'armes de combat, d'armes tactiques. Et au début de la guerre, on estimait que la Russie en possédait environ 2000, mais des sources militaires occidentales nous ont clairement indiqué qu'on ne les avait jamais vues tester, jamais vues en action. Alors là, on parle dans une séquence un petit peu de fact-checking relatif à la guerre en Ukraine, sur le plateau de David Pujadas. Une séquence d'ailleurs qui n'est pas entièrement achetée, on dit des choses qui ne sont pas forcément... fausse le reste du temps. Mais cette petite séquence-là, on nous parle des mini-nukes, des mini-bombes nucléaires russes, en utilisant une illustration assez intéressante, Jean-Yves. Du moins, assez originale. Oui, alors ça vient d'un jeu vidéo. Donc, on présente comme une bombe tactique, qui peut quand même faire du dégât sur 2 km². Alors, ça existe peut-être, d'ailleurs, ce type de bombe, mais en l'occurrence, ce qu'on nous montre, c'est un extrait d'un jeu vidéo. Alors, bon, il faut illustrer, mais enfin... il faut être honnête avec son illustration, peut-être. Il faudrait préciser d'où vient l'illustration, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est le poids de l'image. S'il n'y a pas d'image, ça ne parle pas. Donc on prend la première image qui vient, on ne vérifie pas d'où elle vient et en avant. En l'occurrence, on peut très bien montrer une mini-bombe nucléaire qui est en fait une boîte de rangement inspirée du jeu vidéo Fallout, vendue par exemple sur Etsy à 42 €. Sachez que c'est pas cher pour une petite bombe nucléaire. On pourrait détruire par exemple le village de Calac avec cette bombe nucléaire à 42 € sur Etsy. C'est formidable. Et cette petite revue de l'amateurisme journalistique ne serait pas tout à fait complète sans un petit tour de la presse écrite, Jean-Yves. Je vous donne les articles des Échos et de France Info quant aux obsèques d'Élisabeth II maintenant. Funérailles d'Élisabeth II, le défi de la sécurité à Londres, où 500 chefs d'État seront présents. 500 chefs d'État, ça fait beaucoup de chefs d'État. Ça fait beaucoup de chefs d'État, oui. Les Échos également nous parlent de 500 chefs d'État présents aux funérailles fastueuses de la défunte reine. Il y a quand même un petit problème, Jean-Yves, dans ce chiffre. Il doit y avoir 180 ou 190 États, donc ça ne fait pas 500 chefs d'État. Voilà, il y a une petite erreur d'arithmétique.
Petite erreur en effet. Alors, les autres médias parlent de 500 chefs d'État et autres dignitaires officiels. Ah, voilà. Là, ça paraît un petit peu plus vraisemblant. Là, en l'occurrence, France Info et Les Échos, il s'agirait quand même de vérifier le titre avant de publier. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. On en a fini avec la revue de presse légère. On va passer à la revue de presse sérieuse. Nous devons à Logim un article important sur les dernières manœuvres de George Soros pour étendre son influence médiatique aux États-Unis, certainement en vue des élections de 2024 d'ailleurs. Et c'est un sujet que Logim a été le seul à traiter, donc merci à eux. Élection présidentielle de 2024 aux États-Unis, Soros investit dans 18 radios latino, mais sur le territoire américain. Le vendeur est Televisa Univision, qui possède 18 radios émettant dans 10 villes à forte minorité hispanique, dont New York, Houston, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, San Antonio et quelques autres. Et l'acheteur est donc le groupe Lakestan Finance, qui fait partie de la galaxie d'Open Society, la fondation de George Soros, qui met 60 millions de dollars comptant pour acheter les radios. Le nouveau groupe s'appellera Latino Media Network et sera dirigé par Jess Morales, qui est un des anciens responsables de campagne d'Hillary Clinton et de Barack Obama. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, Jean-Yves ? C'est très simple. Aux États-Unis, la majorité des Blancs votent républicains. La très très grande majorité des Noirs votent démocrates. Et la bascule se fait assez largement sur les latinos qui se partagent suivant leurs origines, voilà. Et donc, il y a un intérêt stratégique à mener une action de formatage des esprits en direction des latinos, d'où l'achat de ces radios, avec l'espoir de faire basculer des États stratégiques, comme la Floride ou le Nevada, par exemple. Voilà. Deux données à prendre en compte, en l'occurrence, c'est le fait que les hispaniques, de manière générale, toutes nationalités confondues, aient tendance à de moins en moins voter pour les démocrates. Ils sont toujours majoritaires dans les intentions de vote, les démocrates, mais l'écart commence à diminuer. Et puis également, on a, vous l'avez mentionné rapidement, différentes nationalités qui ne votent pas exactement de la même manière. Non, les Cubains et les Portoricains ne veulent pas exactement comme les Mexicains, qui sont plus démocrates. Enfin bon. Après, voilà. Donc il y a toute une donnée sociologique que George Soros pourrait viser à uniformiser en un sens, sous une identité latino commune, pour les pousser à voter démocrate en bloc. Absolument. Donc, on voit très bien que les médias sont un élément déterminant des campagnes électorales. Et c'est un élément donc déterminant pour immédiat également, c'est pour ça qu'on vous en parle. Et on reste un petit peu dans ce thème, dans ce domaine d'acquisition de médias, ou plutôt dans le thème en l'occurrence de la fusion de deux médias différents. Le projet de fusion de TF1 et d'M6 a finalement été complètement abandonné par les deux parties qui dénoncent des conditions posées par l'autorité de la concurrence coupant court, je cite, à toute logique industrielle. Donc on comprend que le projet n'est plus faisable une fois que l'autorité de la concurrence a posé ses termes. Alors on apprend justement que le mastodonte TF1, qui devait voir le jour, TF1 M6 je veux dire, qui devait voir le jour, aurait dépassé France Télévisions en termes à la fois d'audience et en termes de marché publicitaire. Ça représenterait un tiers des parts d'audience du marché et 75% du marché publicitaire. On voit là un petit peu la disproportion. Audience n'est pas forcément corrélée à revenus publicitaires. Non, d'autant plus que les chaînes de services publics ont peu de publicité. Voilà. C'est ça l'explication, une des éléments d'explication. Et effectivement, l'autorité de la concurrence s'est prononcée en fonction là, on peut dire de la pression des publicitaires qui ne voulaient pas se trouver face à un quasi-monopole, en tout cas pour la publicité à la télévision. Voilà. Alors, reste à savoir maintenant qui va racheter M6. Dans les candidats possibles, il y a évidemment Bolloré, mais qui ne correspond pas aux souhaits du pouvoir. Il y a aussi peut-être M. Kretinsky, qui possède un certain nombre de médias français et s'enrichit au fur et à mesure qu'on rouvre des
centrales à charbon. Il y a pourquoi pas Altis avec Drahi. Pourquoi pas Altis avec Drahi. Évidemment, il y a une bataille. BFM. Soyons clairs, il y a une bataille de pouvoir. Et le seul élément qui mettrait un tout petit peu de diversité, un tout petite diversité idéologique, ce serait le rachat par Bolloré, mais c'est pas du tout acquis, puisque si c'est Kretinsky ou Drahi Altis, ça renforcera, ça maintiendra, on va dire, sinon renforcera le monopole du politiquement correct. Ou la domination du politiquement correct, la grande domination du politiquement correct. Et on en finit avec cette revue de presse avec une image, c'est celle d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, donc le couple présidentiel, qui sont sur le point d'entrer à Westminster, ou plutôt qui arrivent dans le quartier, dans le but d'assister aux funérailles d'Elisabeth II. Et ça a provoqué une sorte de tollé à la fois dans les médias anglais et sur les réseaux sociaux, parce qu'on les voit finalement en casual chic, en BCBG, en basket. Ils sont en tenue de vacances chic, mais voilà, ils sont en tenue de vacances. C'est une tenue décontractée. Voilà. Alors, les BFM, qui est toujours venu au secours du couple présidentiel, comme vous dites, Jules, en disant « mais c'était pas les funérailles, c'est avant les funérailles ». Bon, c'est un argument qui n'est pas tout à fait recevable, puisque Macron arrive là en voyage officiel. Et il arrive pour des funérailles. Il est pris en photo à partir du moment où il descend de l'avion. Il est en représentation pour les funérailles. Il n'est pas là pour se balader en tenue de touriste bobo dans Londres, quoi. Donc la défense de BFM ne tient pas la route. Puis peut-être une petite remarque sur le goût d'Emmanuel Macron, qui a acheté des souliers à 650 € chez J.M. Weston, une marque qui produit encore à Limoges. Donc bravo pour le patriotisme. Cependant, peut-être un petit point négatif pour le goût, puisque cette marque est surtout connue pour ses mocassins et ses demi-chasses, qui sont des souliers quand même beaucoup plus jolis et qui auraient plus convenu à cette occasion diplomatique et à ce déplacement diplomatique. Enfin, je clôt la parenthèse, on passe tout de suite à notre deuxième sujet de la semaine, celui d'Izium, qui est un massacre, un charnier selon nos médias. Eh bien, on va voir que c'est peut-être un petit peu plus nuancé que ça. Izium, la ville d'Izium en Ukraine, a récemment été récupérée par les Ukrainiens aux mains des Russes et est depuis cette semaine connue dans le monde pour son charnier dans les bois, qui serait un exemple, je cite, des atrocités et des crimes de guerre commis par l'armée russe selon les médias occidentaux. Ce charnier en est-il vraiment un et atteste-t-il d'un massacre commis par les Russes ? Eh bien, en tout cas, c'est le point de vue des médias occidentaux, comme je l'ai dit. À Izium, la fosse commune commence à révéler ses secrets selon Le Point. On explique que ce sont de nombreuses victimes des bombardements qui ont été enterrées. France 24, ensuite, en Ukraine, les victimes du charnier d'Izium ont été torturées et exécutées. Le Monde, ces images des charniers d'Izium, ces corps exhumés, cette main décomposée avec un bracelet jaune et bleu, ne me quittent plus. LCI, guerre en Ukraine, une fosse commune a été découverte à Izium. Et Gérard Haro, qu'on verra plus tard, nous parle d'atrocités commises en Ukraine. France Info, enfin, 445 tombes ont été découvertes dans la forêt. On parle de charniers également. Première réflexion, toujours en corrélation avec cet article de France Info, Kiev a convié les médias internationaux à constater l'horreur. Alors c'est peut-être la première chose qu'on devrait remarquer et qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. C'est sûrement l'horreur de la guerre. C'est-à-dire que la guerre, elle a fait des victimes. Elle a fait des victimes militaires, elle a fait des victimes civiles. Dans le camp ukrainien, comme elle en fait d'ailleurs dans le camp russe ou dans le camp des républiques de Lugansk et de Donetsk. Ça c'est un fait. En revanche, c'est pas justifié ni de parler de fosse commune, ni de parler de charnier, puisque ce sont des tombes individuelles. Voilà. Donc, il y a... Avec des croix... Avec des croix, avec des noms... bon, bien sûr, ce sont des gens qui ont été tués à la guerre, bien sûr. Mais l'expression charnier, fosse commune, renvoie à tout à fait autre chose que cette réalité
Et au fond, c'est un élément, comme on le voit avec l'ancien ambassadeur de France à Washington, Gérard Haro, qui est un excellent porte-parole des Américains, vraiment excellent porte-parole des Américains. Ça sert à justifier la poursuite de la guerre. Eh bien justement, Jean-Yves, on va regarder cet extrait rapidement et on repassera à l'analyse. Tout d'abord, il y a évidemment l'indignation, l'horreur devant ces victimes, devant ces atrocités, devant ces crimes de guerre. Et il y a également, si on essaye d'avoir une perspective, le fait que la découverte de ces atrocités, d'abord ces atrocités, leur découverte, rendent d'autant plus difficile l'idée d'une négociation entre l'Ukraine et la Russie. Oui, donc ce qu'on nous explique, c'est que ce sont des atrocités commises par les Russes qui empêchent l'Ukraine d'accepter de s'asseoir à la table avec les Russes, finalement. C'est ça, c'est-à-dire que C'est un peu ce que disait Ségolène Royal, d'ailleurs. Oui, absolument. C'est le bobard qui justifie la poursuite de la guerre ou l'escalade dans la guerre. Il y a d'autres exemples de ce qu'on a appelé des charniers. Il y a eu le charnier de Timisoara qui a précédé le renversement violent du couple Ceausescu en Roumanie. Qui avait été complètement mis en scène. Qui avait été totalement mis en scène. On avait récupéré des corps, et puis après on avait filmé. Et puis il y a ce qui est encore plus grave, un massacre qui a été attribué aux Serbes à Rakak, et de massacre d'Albanais, et qui a servi à justifier la guerre contre la Serbie, les bombardements pendant, je crois, 5 semaines ou 7 semaines de la Serbie, de toutes ces infrastructures, et qui était aussi un montage qui a été démonté par une Finlandaise envoyée enquêter officiellement après que la propagande de guerre ait fait son effet et permis la guerre. Bon, je veux dire, on connaît dans le même esprit un peu différent. On a eu les armes de destruction massive de Saddam Hussein, on a eu les couveuses de Kuwait City, etc. Le mensonge de guerre prépare la guerre, ou prépare, surtout, dans le cas particulier, il prépare le maintien de la guerre et l'escalade de la guerre. Voilà. Et surtout, il est relayé par les médias sans une once de, peut-être pas de vérification, parce qu'ils vérifient un petit peu leurs sources, mais oui, une partie de vérification qui est manquante, et surtout une partie de recul et d'objectivité, d'impartialité. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de vérification. Quand on vous dit fosse commune et qu'on vous monte un cimetière avec des croix individuelles... Après, on trouve sous ces croix individuelles parfois des corps qui ont été enterrés en groupe, parfois qui ont été ligotés, etc. C'est ce que nous disent les médias. Oui. Vous bottez en touche ? Je crois, mais bien sûr qu'il y a sûrement des atrocités russes, comme il y a des atrocités ukrainiennes, parce que dans toutes les guerres, il y a des atrocités. Bon, mais il faut voir que l'atrocité, vraie ou supposée ou amplifiée, elle sert à justifier la poursuite de la guerre. Et donc, d'autres atrocités. Ce qui est, pour en finir peut-être avec ce sujet, Jean-Yves, ce qui semble un petit peu incohérent et perturbant, c'est le fait que les Russes, s'ils avaient à cacher ce crime de guerre, en l'occurrence, et cacher ce charnier, pourquoi ont-ils planté des croix un petit peu partout et mis un minimum de soin à les enterrer? Et même certains soldats, on les a vus sur Twitter, certainement des vidéos qui datent de l'époque et qui avaient été relayées sur Telegram, on les voit présumément à Izium expliquer qu'ils sont en train de s'occuper des sépultures ukrainiennes. Pourquoi se vanter devant la communauté internationale d'un crime de guerre qu'on aurait commis plutôt que d'essayer de le cacher? C'est une des incohérences de ce récit qu'on devra suivre, bien sûr, et sur lequel on reviendra certainement vous avez raison dans les mois ou les années qui viennent. Vous avez raison d'employer le mot « récit », parce qu'on est en permanence dans des récits, dans des narratifs, où on met en scène un mélange de faits exacts, de faits qui le sont moins, de faits inventés, et le tout présenté sous un angle visant à susciter
l'émotion et objectivement la haine d'un camp contre un autre. Merci beaucoup Jean-Yves. Avez-vous un coup de chapeau avant de terminer cette émission ? Oui, alors j'ai un coup de chapeau qui ne va pas être très politiquement correct. C'est un coup de chapeau... Mais très politique. Mais très politique, oui, peut-être. Un coup de chapeau aux parents vigilants, qui est un mouvement qui a été lancé à partir d'un certain nombre de cadres de reconquête, un mouvement qui a été lancé pour demander aux parents de ne pas subir, en se taisant, tout ce qu'on fait subir à leurs enfants. C'est-à-dire, on leur demande de dire quand il y a des manquements à la neutralité scolaire, quand il y a de la propagande wokiste, quand il y a de la propagande homosexualiste, LGBT, etc., eh bien, on demande aux parents, enfin, cette association, ce mouvement de parents vigilants demande que le signalement soit fait pour qu'il puisse y avoir un minimum de réaction. Voilà, la parole est à l'offensive. Merci beaucoup Jean-Yves. Merci à tous d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. Vous le savez, on se retrouve à la semaine prochaine, mais en attendant, il ne faut pas oublier d'aimer, de commenter et de partager auprès de vous cette vidéo. Jean-Yves, à la semaine prochaine.